Bonjour à tous, vous êtes sur Rivage, Rive est à la page pour une nouvelle émission littéraire. Je suis Sandrine Bertani. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Panarisi, qui est libraire à Forum à Saint-Étienne, mais également auteur et qui a écrit des contes. Alors, en préambule, je reprends une phrase de Raphaël que j'ai lue dans Les Mille et une nuits de Pépin Perne. Cette phrase, c'est une phrase de C.S. Lewis dans Narnia qui dit « Un jour, tu seras assez grand pour te remettre à lire des contes ». Cette phrase m'a interpellée. Elle sous-entend qu'en fait, il y a deux stades de lecture pour apprécier ce type de récit. Enfant, on lit des contes, et adulte, alors, Raphaël, est-ce qu'on se remet à lire des contes ? Alors, bonjour déjà. Bonjour. Alors oui, je pense qu'adulte, on se remet à lire des contes parce qu'il y en a cette double lecture. On arrive à appréhender les choses différemment, à lire entre les lignes et avoir ce sous-texte qui est présent dans énormément, voire quasiment tous les contes, et qui s'adresse justement pas à l'enfant, mais à l'adulte. Et c'est un passage très intéressant. On dit souvent que l'adage dit que le conte, c'est Bruno Bettelheim qui disait que le conte, c'est dédramatiser le passage à l'âge adulte. Donc le conte aide à dédramatiser ce passage-là, mais une fois qu'on a effectué cette étape et qu'on est adulte, on peut y revenir assez facilement et justement se rendre compte d'une seconde lecture, d'une double lecture qui est bien plus intéressante que la première. D'accord. Oui, il y aurait un passage à l'adulte. Très souvent, le conte est un rituel de passage. Et on s'aperçoit d'ailleurs que vos héros sont souvent de jeunes gens et qui ont beaucoup à apprendre et qui arrivent à décrypter un peu l'univers qui les entoure par le biais de ces histoires et de ces contes. Alors, pour présenter vos deux romans, je ne sais pas si le mot est bien choisi puisqu'il s'agit de contes, mais c'est pour éviter de toujours employer le mot conte. Il y a eu d'abord Au crépuscule et après. Tout à fait. Et ensuite, Les Mille et une nuits de Pépin Perne. Ce sont deux textes assez récents, 2017-2018 je crois, qui viennent d'être réédités dans ces magnifiques éditions or et noir, comme s'il y avait déjà la part de l'ombre et la part de la lumière. Et puis le crépuscule joue beaucoup sur cette métaphore d'un monde caché et de choses à décoder de la part de vos héros. Vos héros sont souvent jeunes. Oui. Et pour reprendre donc les personnages qui interviennent dans Les Mille et une nuits de Pépin, j'ai beaucoup aimé les deux personnages de Floriane et d'Alexis, notamment parce que Floriane est du coup une exploratrice, une aventurière et non pas un rôle cantonné de princesse ou de fille peut-être en arrière-plan. C'était important qu'ils soient jeunes et qu'ils évoluent, qu'ils fassent leur initiation de la vie. Oui, dans le sens où c'est ce qu'on attend d'un conte, comme on le disait précédemment. Et je pense que c'est bien plus impactant d'avoir un héros jeune qui effectue ce rite de passage, comme vous le disiez, et oui, plus impactant dans le sens où si c'est un adolescent déjà, il a une conception différente de la vie, des attentes différentes, des désirs différents, et l'aventure ne serait pas la même avec un adulte ou un enfant. Et le personnage central, bien sûr, c'est Pépin. Dans le premier volume, c'est Flavien. Tous deux ont beaucoup à apprendre et ils ont aussi une place à se faire dans le monde, mais également dans leur entourage. Je pense que le thème de la famille revient dans chacun de vos contes, oui. Avec finalement une place à prendre, une place à trouver importante. Donc un jeune en train d'évoluer dans la vie, qui va finalement, par le biais de la lecture, par le biais des contes, faire des trouvailles, des découvertes et appréhender la vie, et puis se confronter au crépuscule ou à l'obscur ou à ce que vous appelez, vous, l'en-dessous. Est-ce que vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur cet en-dessous ? Alors, l'en-dessous, c'est la part d'imaginaire qu'on a tous en nous, qu'on essaie justement de cacher quand on est adulte. Cette envie de comme on expliquait, le rite de passage, où vraiment l'enfance c'est merveilleux, c'est fantastique, on aime croire en tout, et quand on est adulte, c'est brutal. C'est brutal, mais voilà. On continue de croire en tout. On continue de croire en tout, bien sûr. Mais voilà, et du coup, c'est en dessous est née cette volonté-là de créer tout un monde où tout est possible. Tous nos rêves d'enfant sont réalisables, toutes les choses qu'on a imaginées, qu'on a espérées, existent dans cet en-dessous-là. Et c'est aussi c'est vraiment l'en-dessous plutôt que l'à côté qu'on peut voir dans énormément d'œuvres fantastiques. Oui, c'est pas on franchit un miroir et on se retrouve dans un monde parallèle. C'est le même monde
qui aurait plusieurs interprétations possibles, et pas forcément d'ailleurs de bien et de mal, puisque il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, ça a été les contes dans lesquels il y a plusieurs façons de les raconter, et plusieurs vérités au final, où on pourrait échanger la façon de voir les choses suivant la personne qui raconte l'histoire, ou l'évolution de la tradition orale. Ces contes-là sont sans cesse en train de se transformer. Bien sûr, oui. On a vu, alors, le conte, par essence, c'est une tradition orale au début, qui est devenue écrite avec, vous allez me confirmer historiquement, hein, mais je dirais le Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, et puis qui s'est imposé après par la suite. Et malgré ça, on est passé au stade écrit pour justement perpétuer la tradition et pas avoir trop d'incohérences et trop de changements dans ces textes. Et finalement, c'est ce qu'on a eu, parce qu'on peut voir que pour des contes très classiques, on a de multiples interprétations, on a beaucoup d'auteurs qui sont passés par là, qui ont réinterprété les contes, et au final, qu'on soit sur la tradition orale ou écrite, chacun se l'approprie. Sans doute que l'oral a toujours été antérieur à l'écrit, mais ce sont des textes à moralité. Les textes à moralité, les premiers, je pense que c'était les fables avant même d'être les contes, puisque le mot latin c'est fabula, quel que soit finalement après le genre final en français. Ces fables, elles ont d'abord été antiques, et elles ont toujours cette moralité, donc cette visée un peu didactique de permettre de faire comprendre le monde. Mais cette tradition orale, j'ai beaucoup aimé cette image que vous prenez dans le livre, et que d'ailleurs vous utilisez un peu comme un leitmotiv, elle revient à plusieurs moments, celle d'avoir d'abord écrit la chose, ensuite de l'avoir brûlée, et puis d'avoir dispersé les cendres au vent, et suivant la personne qui réceptionne ces cendres-là, l'histoire est transformée, j'ai pas envie de dire déformée, mais est interprétée, évolue, et permet de regarder le monde avec un regard un peu différent, suivant qu'on connaisse ou pas le pourquoi du comment, si on pouvait le dire ainsi. Donc l'en-dessous grouille de toute cette matière, et après vous vous amusez à décoder les choses ou à les encoder. Hein. Des fois il y a des petits jeux. C'est ça, exactement. Pour chacun alors c'est vraiment des hommages. Moi je voulais écrire sur des choses qui m'ont fait apprécier la littérature jeunesse et les contes. Pour le premier, donc, c'est la littérature fantastique jeunesse, l'hommage à tous ces textes qui m'ont fait aimer la lecture. Donc, il y a Le Magicien d'Oz, il y a L'Ésophée des Merveilles, il y a des choses très évidentes, des choses qui le sont un peu moins, L'Histoire sans fin, Don Quichotte, des choses un peu plus burlesques et absurdes que vraiment la littérature jeunesse pure. Et pour les contes, c'est une référence directe au Mille et une nuits. Oui, dans le titre, on le comprend déjà, et puis sans trop spoiler l'histoire, on comprend assez rapidement que pour éviter d'être dévoré par un troll, Pépin doit tous les jours l'alimenter en contes et lui donner envie de découvrir la suite. Comme Sherazade a pu le faire pour le sultan, et là c'est... Ce sont des ficelles, etc. Mais c'est un hommage, comme vous disiez, oui. Donc ce sont des contes que vous aimez, et on fait allusion à pas mal de personnages au fur et à mesure de chacune des histoires. Il y a ces contes, et puis il y a aussi l'imaginaire un peu des dragons, des elfes, des gnomes, etc. Et de la mythologie un peu à côté également qui nourrit tout ça. Donc on est vraiment sur une très grande richesse au final, d'une tradition orale mais qui finit par donner donc un écrit avec une interprétation à faire, et qui vous permet du coup de comprendre un peu le parcours de ces personnages, qui n'est d'ailleurs pas toujours facile et pas toujours drôle. Donc les contes, les fables peuvent peut-être faire passer des messages qui sont plus forts. Est-ce que vous vous interdisez des sujets, ou vous pouvez parler de tout? Ça peut être la maladie, le deuil. C'est un peu le but, c'est vraiment, moi je pense qu'il faut parler de tout, il faut savoir comment en parler, et je pense que le merveilleux et l'imaginaire, c'est la manière la plus douce d'aborder un thème un peu difficile, comme dans le premier on aborde le deuil, clairement, et dans le second la maltraitance. C'est des sujets très durs à aborder avec un enfant, et je pense que voilà, l'imaginaire, c'est une solution pour adoucir un peu la chose et permettre d'en parler plus facilement. Bien sûr. Et c'est vrai que de toute façon, les contes ancestraux, on le sait, abordaient des thématiques bien pires.
Et d'ailleurs, simplement en aparté, on ne restera pas longtemps sur le sujet, mais est-ce que vous saviez du coup qu'il existait cette collection des contes interdits qui reprenait les contes et qui était censée, j'utilise le mot volontairement, censée les rendre un petit peu plus accessibles aux adultes avertis? Est-ce que vous trouvez qu'on y gagne quelque chose à enlever ce côté justement imaginaire édulcoré pour tomber dans quelque chose de plus cru? Ça peut être intéressant, c'est une démarche artistique intéressante dans le sens où voilà, on réinvente le conte pour une autre cible, qui est la cible première, entre guillemets. Les contes, donc c'est pour un autre public en fait, c'est ça. Quand vous parlez de cible, ça veut dire c'est simplement adapté du coup à un lecteur qui n'aurait pas les mêmes attentes. Exactement, on garde la même richesse d'imaginaire, les mêmes personnages, la même culture. Mais voilà, on adapte un public. Après, j'ai cette il y a une métaphore quand même, hein, parce que si on prend Hansel et Gretel et qu'on est sur du cannibalisme, on n'est pas sur la même métaphore. Exactement. C'est moins onirique, c'est moins, voilà, le merveilleux est moins présent pour partir vers le fantastique, l'horreur, le gore, et clairement un autre public. Et du coup, la métaphore, pour vous, elle est importante dans ce type de lecture. En fait, vous l'adressez à quel niveau de lecteur, au final? C'est pour enfants? C'est pour enfants à partir de 10 ans, c'est pour tout le monde. À partir de alors, on peut avoir 90 ans et lire Au milieu de nuit des fins. Tout à fait. Et non, je dis à partir de, parce que ça pourrait être un peu plus jeune, ça pourrait être 9 ans, c'est vraiment en termes de sensibilité de l'enfant. Donc vraiment, voilà, si un enfant est un peu sensible, peut-être pas aborder tout de suite le thème du deuil ou de la maltraitance. On peut s'arrêter au simple conte, d'où l'intérêt de la double lecture. En fait, oui, parce qu'il y a comme qui dirait des contes dans le conte. Et si un enfant, par exemple, n'avait pas l'âge de le lire seul, on pourrait très bien le lui lire et lire chacune des histoires indépendamment, sans garder la structure globale qui fait qu'on comprend quel est finalement le vrai thème derrière les contes qui, eux, sont des métaphores de ce qui se produit. Mais ce côté métaphorique, ce côté imaginaire, c'est vraiment cet ingrédient et cet univers que vous souhaitez en gros manipuler pour faire passer un message, tout à fait. C'est pour moi l'essence même du conte. On disait, c'est une visée morale. La visée morale, c'est... Alors, je vais schématiser, mais au début, c'était vraiment pour orienter l'enfant vers le chemin de la vertu. On va appeler ça comme ça. Là, c'est plus le cas. Maintenant, on a modernisé les contes, on a fait quelque chose de relativement différent. Moi, j'aime bien le côté, voilà, dans le conte, j'aime bien cette morale, elle est très intéressante. Il faut en jouer, il faut rester fidèle à ça quand on écrit du conte. Après, c'est bien qu'on l'ait aussi modernisé, adapté. Quelque chose qui m'embête, on va dire, dans les contes, c'est ces stéréotypes, ces structures très manichéennes. On a les méchants et les gentils. Les bons pour montrer le chemin de la vertu et les méchants pour montrer le chemin du vice. Et on oriente clairement. Donc c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a pas de nuance. Et j'aime beaucoup la nuance. J'aime travailler des personnages qui pourraient être méchants, mais leur... Oui, plus à l'image de Kirikou et de la sorcière, qui finalement est un personnage qu'on croyait malfaisant et qui au final avait cette aiguille empoisonnée qui expliquait son comportement. Si on le lui retire, elle change complètement de facette. Un méchant est bien plus intéressant pour toutes les œuvres, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma ou toutes les œuvres. Quand il est travaillé, quand on a une origin story, quelque chose qui fait dire que voilà, il n'est pas méchant par essence foncièrement comme ça vient de nulle part, il y a une explication à ça, et c'est ce que je trouve intéressant. Et voilà ce que je trouve où maintenant, dans les contes un peu plus modernes, on s'éloigne de ce côté très manichéen du foncièrement bon, foncièrement mauvais. Donc c'est un peu comme si en écrivant votre conte, vous soignez la société, puisque du coup, vous cherchez à améliorer la vision que le lecteur peut avoir du coup de ce qui l'entoure de son quotidien. Je crois que c'est Einstein qui disait que si on voulait rendre les gens intelligents, il fallait leur lire des contes. Est-ce que vous pensez vraiment que la lecture des contes, ça rend intelligent? Ou n'importe quelle lecture? N'importe quelle lecture, alors oui. N'importe quelle lecture. Donc là, je rappelle que vous êtes libraire. Oui. Et ça fait un petit moment que vous êtes libraire, je crois. Une quinzaine d'années, oui. Du coup, avec beaucoup de recul, vous voyez beaucoup de consommation de livres et d'attitudes de lecteurs. Est-ce que ces attitudes-là ont évolué récemment ou est-ce qu'il y a toujours eu des gens pour lire, il y en aura toujours, et vous êtes confiant? Moi, je suis très confiant, alors, vraiment très confiant. On dit toujours maintenant,
la nouvelle génération lit moins, c'est totalement faux. Elle lit pas forcément les mêmes choses qu'avant, mais ça évolue et tant que c'est de la lecture, il n'y a pas de souci pour moi. Et tout est de la lecture. Tout est de la lecture. La lecture peut prendre vraiment des supports différents. Des supports différents, bien sûr. Et des thèmes différents, mais ce qui est à la mode, justement, je crois que c'est plutôt ce qui n'est pas manichéen. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, et on est beaucoup plus en décalage avec cette notion-là, et tout le monde peut du jour au lendemain en fait faire de mauvais choix, se rattraper, évoluer. Donc vous êtes plutôt confiant, les jeunes lisent encore? Oui, énormément, oui. Et alors ils lisent du conte ou ce n'est pas ce qu'ils lisent en particulier? Pas forcément dans le sens où le conte n'est pas abandonné, mais c'est manipulé et c'est... Comment dire? Il y a très peu de contes maintenant, clairement. Il y a très peu de production qui est vraiment du conte. Quand il est de manière détournée, donc ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a les licences Disney qui ont sorti des contes, les grands contes et les grands personnages Disney pour la réinterpréter, ou justement donne la part belle aux personnages souvent méchants. Une collection d'avant qui s'appelle Les Vilains, qui est très bien. C'est très bien écrit pour le coup. C'est très intéressant de voir le... Alors c'est soit on explique pourquoi le méchant en est arrivé là, soit on prend carrément l'inverse, et ça c'est aussi un travail très intéressant artistiquement. Je pense à, on imagine que Jafar ait accédé à la lampe avant Aladdin, on imagine que... On réécrit les contes. On les réécrit, ça, on s'amuse avec. Exactement. Je pense aussi notamment à Chris Koffler, qui est un auteur jeunesse qui fait une série qui s'appelle Le Pays des Contes. Et là, pareil, il s'amuse à réinterpréter les contes, à mélanger les personnages qui ne sont pas censés se côtoyer. Et c'est très intéressant artistiquement. Tout est possible, et tout peut être évolué. C'est comme lorsqu'on étudie la mythologie et qu'on se dit non, il s'est trompé, par exemple, cette créature-là n'intervient pas dans le mythe de tel héros, et puis on se dit, mais finalement, c'est le but même de la mythologie. Ça veut dire de toute façon, au départ, mensonge. C'est-à-dire, on est dans de la fabulation. On peut imaginer autre chose. Et c'est recevable comme tout le reste. Comme tout le reste, bien sûr. Parce que ça fait vivre et évoluer la langue et le français, et la lecture et le reste. Lecture, bien sûr. Et pour revenir au conte et à la jeunesse, alors il n'y a plus les contes, mais le merveilleux intervient toujours. On le voit dans les... Enfin, moi je le vois en tant que libraire. La majorité de la production actuelle de romans jeunesse, c'est du fantastique, c'est de la fantaisie, c'est des choses où la magie et le merveilleux interviennent. Et c'est une évolution du conte. Donc, on a peut-être besoin de beaucoup rêver. Oui. C'est pour ça aussi. Tout à fait. Donc recourir à l'imaginaire et au merveilleux, ça donne envie. Voilà. Et c'est vraiment le plus gros de la production actuelle. Et les jeunes aiment lire, clairement, aiment lire du fantastique et de l'imaginaire. Si vous aviez un pouvoir, vous choisiriez lequel? Un pouvoir magique? Pour la curiosité, je dirais l'omniscience. Quand j'étais enfant, je voulais tout savoir, je voulais tout découvrir. À la bibliothèque constamment pour des sujets, tous les sujets, tout ce qui me passait par la main, je voulais en apprendre le plus possible, et l'omniscience, ça peut être très, très sympa. Tel Dieu qui est omniscient. Ça donnerait un pouvoir énorme, Oui. Des connaissances et des responsabilités qui vont avec. Mais du coup, je ne vous ai pas posé la question, vous avez quel type de formation? Alors, j'ai une formation scientifique, littéraire, économique. Alors, d'ailleurs. Très jeune, je voulais m'orienter vers le métier du livre et vers le libraire, clairement. Mais plutôt que de prendre un cursus littéraire où je me suis dit, je lis moi-même, je peux avoir cette culture-là par moi-même. Oui. J'ai décidé plutôt de prendre un cursus économique, dans le sens où je me suis dit, si je monte ma propre librairie, j'aurai besoin de connaissances en marketing, en management, en comptabilité, des choses que je n'apprendrai pas si je prends un cursus littéraire. Et du coup, ce beau projet de monter votre propre librairie, ça ne s'est jamais fait, ou vous envisagez encore un jour Non, je me suis aperçu plus tard sur le terrain que c'est pas forcément ce qui m'intéressait. Trop de contraintes, les contraintes font qu'on n'est plus assez en contact avec les lecteurs, avec le lectorat, avec le produit, avec le livre. On a une entreprise à gérer, donc on n'a pas les mêmes responsabilités. Et moi, j'aime ce côté vraiment être à l'accueil du public, conseiller des lectures, parler de lecture, raconter des choses. Donc, Et du coup, en tant que libraire, vous lisez beaucoup de livres? Oui, il faut. C'est une obligation ou c'est par plaisir? Non, on peut croire que c'est une obligation, mais non, ça reste de la lecture plaisir.
C'est l'avantage que j'ai aussi dans ma librairie, c'est que chaque libraire a en charge un rayon, et chacun est dans le rayon qu'il apprécie, clairement. Moi, je m'occupe donc du rayon policier, du rayon science-fiction, fantasy, fantastique. Et donc voilà, ça reste de la lecture plaisir, toujours. Ça reste important, je pense, pour apprécier ce métier. Bah oui, bien sûr. Et puis ça vous donne l'occasion du coup de lire, comme vous le disiez, beaucoup de littérature sur l'imaginaire, comme du polar également. Alors pourquoi aussi du polar? Ça vous intéresse le polar? Alors en librairie, ça va souvent de pair, c'est le rayon, mais oui, clairement, oui, ça m'intéresse. Et par contre, écrire du polar, non, c'est pas d'actualité? Non, pour l'instant, non, je pense que ça ne serait pas capable. C'est très codifié le polar. Vous savez de quoi je parle? Oui, mais les codes, ça s'apprend. Bien sûr, mais oui, non, je suis plus à l'aise sur le registre de l'imaginaire, et c'est quelque chose qui m'a titillé, je dois avouer, mais je m'en sens pas capable pour l'instant. À voir plus tard. D'accord, donc des études plutôt d'économie, Oui. au départ la volonté d'ouvrir une librairie, et puis finalement vous travaillez au rayon polar et littérature fantastique et de l'imaginaire. Vous lisez énormément et vous écrivez du conte pour recourir au merveilleux et essayer du coup de mettre tous ces ingrédients en action et pour donner un sens à ce que vous faites. Donc moi j'imaginais plutôt un parcours scientifique parce que je me disais il aime bien les chiffres. Une petite voix d'ailleurs m'a dit que vous fabriquiez des scénarios d'escape game, que vous aimiez bien tout ce qui était déduction, résolution d'énigmes, etc. Je me disais oh, c'est un esprit plutôt logique, plutôt mathématicien. Bah, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Vous pouvez être littéraire et mathématicien. J'aime l'esprit logique, j'aime les jeux logiques. Ça intervient souvent même dans mes romans. Oui, il y a eu quelques anagrammes que j'ai réussi à déchiffrer. Plutôt facile pour le public. Sans que la solution me soit donnée. Bravo. Mais oui, du coup, cette part du jeu, c'est venu ces dernières années dans quel contexte d'avoir envie de... Ça reste sur le contexte du conte et de l'histoire. Je me sens l'âme d'un conteur, j'aime raconter des histoires. Et quand on a démarché pour l'escape game, j'étais vraiment... Alors, je suis joueur, j'aime jouer, et on a monté une petite équipe où certaines personnes s'occupaient vraiment du côté énigme, vraiment question logique. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est de raconter une histoire, toujours. On en revient toujours au même. Oui, il y a un scénario derrière. Scénario, voilà, derrière, il n'y a pas juste des énigmes qui s'enchaînent les unes avec les autres. Il faut que ça soit cohérent dans l'ensemble, il faut que tout se tienne, et du coup, le scénario, ça y contribue, et du coup, un scénario, ça raconte une histoire. Donc vous êtes plutôt à la conception du scénario, Oui. et puis au sein d'une équipe où les petites énigmes, etc., sont plutôt inventées du coup par d'autres collaborateurs. Pas forcément, c'est une équipe, on propose chacun des idées, mais moi je fais en sorte que ça soit cohérent dans le scénario. Mais ça va être équilibré, non? Il y a une part quand même qui va porter par exemple sur de la logique, une autre part de chacune des épreuves qui va plutôt être sur de la numérologie ou je ne sais quoi, et quelque chose qui va plus être de l'ordre littéraire, d'association d'idées. Il faut que ce soit équilibré, c'est le bon mot, oui. Ça s'adresse un peu à une équipe en face, oui. Donc pour tous les tempéraments. Tout à fait. Et vous, du coup, je rebondis là-dessus, vous aimez travailler en équipe, puisqu'on parlait des deux contes qui ont été réimprimés, agrémentés d'illustrations, et qui sont devenus de magnifiques objets. Ce travail en fait en collaboration s'est passé de quelle manière? Pourquoi par exemple j'ai commencé donc la première fois que est sorti au Crépuscule, après il n'était pas illustré. Oui. Et j'ai commencé donc à avoir eu cette idée en tête à la conception des 1001 nuits de Pépin Perne, parce que j'étais en train de relire les 1001 nuits et d'autres textes, d'autres contes, notamment des magnifiques éditions de contes qui sont illustrées par Gustave Doré. Oui. Et voilà, donc j'avais en tête, exactement, voilà. Et j'avais cette idée en tête d'écrire un livre de contes illustré, et avec cet aspect gravure, vraiment, c'est ce que je voulais. Donc quand j'ai recherché un illustrateur, une illustratrice, on s'est vraiment orienté vers quelque chose, quelqu'un qui saurait me proposer, pas dire du Gustave Doré, c'est pas sans prétention aucune, mais quelque chose qui se rapproche le plus possible de genre d'illustration, ce genre de gravure. Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc justement Jérôme pour Les 1001 nuits, qui elle fait un travail tout à l'encre de Chine, très minutieux, très noir et blanc impeccable. Et donc voilà, c'était dans l'idée de, clairement, le texte, je proposais le texte à l'éditeur avec les illustrations. Pour le Crépuscule, ça a été l'inverse. On a décidé de rééditer le livre et on s'est dit, l'illustrer, ça peut être sympa aussi. Et dans cette optique-là, j'ai lancé un peu une télé à la mer sur les réseaux sociaux, pensant pas avoir énormément de réponses.
Mais étant donné que le contrat était signé, c'était vraiment, l'éditeur était d'accord, le contrat était acté avec, avec les conditions, les pourcentages. Et effectivement, ça attire plus de monde que de dire j'aimerais monter un projet, on fait quelque chose ensemble et après on propose un éditeur et on voit si ça passe ou pas. Là, clairement, ça passait. Et du coup, je me suis retrouvé, je me rappellerai toujours, j'ai mis l'annonce à 17h et quand je suis rentré chez moi le soir à 20h, j'avais 400 mails qui m'attendaient avec des illustrations magnifiques, des portfolios magnifiques. Et alors c'était comme un casting, il a fallu choisir parmi les différentes propositions. Et alors je me suis dit, moi j'aime pas qu'on réponde pas quand je postule quelque part, donc je me suis engagé à répondre à tout le monde. Donc ça a été 15 jours un peu éprouvants entre les recherches. On a sélectionné 10 qui me plaisaient énormément, que j'ai proposé à l'éditeur. L'éditeur m'a dit, je te fais entièrement confiance, c'est toi qui choisis, moi je te suis. Et du coup, ces 10 personnes-là que j'avais choisies, je leur ai proposé de prendre un passage du livre et de faire une petite esquisse, juste un petit brouillon pour voir si l'univers serait cohérent. Et quand j'ai vu donc le travail de Noémie Tricoche, qui avait alors deux illustrations qui ont marqué, le personnage de Brisby, qui est une sorte de petite créature. J'allais dire une souris verte. Hein. C'est clairement c'est de l'herbe. Voilà, une souris faite d'herbe. Et alors clairement, Brisby, c'est une créature féminine. Mais on n'imagine pas forcément comme elle l'a dessiné. Elle l'a dessiné avec un côté très coquette, un petit ruban dans les cheveux, vraiment quelque chose très, très coquette. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et le second personnage qu'elle a illustré, c'est un des mange-cœurs, donc des créatures assez étranges, hybrides entre le koala et le gorille. Et elle en a fait quelque chose de très ancestral, très tribal, avec des sortes de tatouages lumineux. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça serait les personnes d'autres. Je pense que j'ai même pas demandé, j'avais demandé à 4-5 personnes de me faire un peu de ces bouches, et les autres, Et c'est cet univers-là qui a collé au vôtre. Tout à fait. Je me suis dit, c'est cohérent, ça fonctionne, c'est complémentaire. D'accord, donc ouais, c'est une magnifique adaptation. Y a-t-il une étape encore à venir, c'est-à-dire un scénario peut-être pour un petit court-métrage ou quelque chose qui pourrait être adapté à l'écran, ça serait formidable. Puisque maintenant que les deux univers se sont rejoints, qu'il y a un côté graphique, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de faire un travail diffusé. Je suis ouvert. Ça peut encore évoluer. L'éditeur serait d'accord, forcément. Oui, bien sûr, c'est prévu dans le contrat, c'est stipulé, mais tous les contrats en général, adaptation cinématographique, visuelle. Donc l'éditeur, on ne l'a pas cité, c'est Farallon Édition, qui s'appelait Hashtag il n'y a pas encore très longtemps. Et cette rencontre avec Farallon, elle s'est passée dans quel contexte? C'était un concours de circonstances très intéressant. En fait, ils étaient basés dans le sud de la France et Fabien, l'éditeur, qui écrit aussi des bouquins, est en train de travailler sur un texte sur la sorcellerie en France. Et en faisant des recherches, il a découvert que la dernière sorcière brûlée en France, c'était à Saint-Étienne, sur la plage Jean Jaurès. Donc ça l'a amené à Saint-Étienne pour ses recherches. Il est tombé littéralement amoureux de la ville et s'est installé avec son conjoint pour fonder justement la maison d'édition. Et ils sont venus à la librairie me démarcher pour se faire connaître tout d'abord, et pour me proposer leurs 3 premiers ouvrages qui sont écrits par Fabien. Je trouvais la maison d'édition très sympathique, voilà, j'avais lu les livres avant, je trouvais ça bien et tout, et puis quand ils sont venus se présenter, je leur ai demandé, des appels à texte, des ouvertures texte pour les manuscrits. Ils m'ont dit qu'effectivement, ils se lançaient, donc ils cherchaient de nouveaux auteurs, et donc j'avais ça sous la main, je venais juste de terminer de réécrire Crépuscule, et je leur ai proposé, et ça s'est fait. Un concours de circonstances hors du commun, surtout là, dans l'ambiance Halloween, on parle de sorcières sur la plage Jean Jaurès, là où il y a le salon du livre actuellement, on se dit, quand même, ça fait beaucoup de points communs pour converger dans cet univers-là, fan de l'imaginaire, fan du surnaturel. Donc voilà, Farallon, c'est une maison d'édition qui se veut vraiment orientée sur l'imaginaire. Et ils éditent quelques thrillers aussi, mais toujours un thriller surnaturel, il y a toujours un côté imaginaire très présent. Donc s'il y a un 3e volume, ce sera peut-être chez eux parce que vous êtes vraiment maintenant main dans la main. Tout à fait, ils m'ont fait confiance la façon de voir les choses. Pas le premier auteur, mais le premier auteur autre que l'éditeur. Donc le premier. Ils m'ont toujours fait confiance. Et quand on a parlé de la réédition de Crépuscule illustré, il m'a suivi aussi. Ils font un travail éditorial de qualité et ça sera avec eux. Donc pour le moment, nous avons Au Crépuscule et Après, et puis Les 1000 et une nuits de Pépin Perne qui sont donc chez Farallon.
Et peut-être, on ne sait pas, prochainement quelque chose sur les sorcières à Saint-Étienne, édité de nouveau par la maison d'édition. Tout à fait. Alors c'est déjà sorti pour le coup. Fabien a déjà écrit ce livre qui s'appelle Witchside, et dont ce serait une saga. Le second tome est à paraître, et le premier tome se passe à Saint-Étienne, justement, pour suivre l'histoire de cette sorcière. Comme ça, on leur fait aussi de la pub. C'est parfait. Et puis parce que, de toute façon, tout ce qui touche à la lecture nous intéresse, et tout ce qui touche au conte permet donc de grandir et de prendre en intelligence. Et dans ce contexte-là, on vous remercie énormément, Raphaël, d'être venu parler de ce que vous faites et de vos tâches au quotidien. Et puis, on lui souhaite, du coup, sous cette nouvelle forme, un magnifique avenir, parce que les livres sont déjà de très beaux objets, que les contes gagnent à être connus, et puis, comme vous le dites, que ça permet d'ouvrir un dialogue sur des sujets parfois pas faciles à aborder avec des enfants âgés de 10 ans et plus, comme vous le préconisiez. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous d'avoir reçu. Mais merci à vous. Et puis, donc, à nos auditeurs, je leur dis donc à dans 15 jours. Dans 15 jours, ça sera Françoise Chaplon. Et simplement, en avant-première, je vous signale qu'elle sera présente au salon de Chazelles-sur-Lyon. Ça sera le 13 novembre et que dans la foulée, donc, on la recevra pour nous parler de ce qu'elle écrit, qui est du polar. Merci beaucoup et à dans 15 jours.